Quelques affrontements aujourd'hui encore dans l'île de la Grenade, mais premier retrait de troupes américaines, des stocks d'armes soviétiques et cubaines découverts. Hier soir, le président Reagan a vigoureusement mis en cause le rôle de Moscou dans les crises des Caraïbes et du Liban. Le président Mitterrand en Tunisie, ceux qui se considèrent comme les ennemis de la France ne doivent pas croire qu'ils pourront agir longtemps impunément, a déclaré le chef de l'État. Ouverture à Bourg-en-Bresse du congrès du Parti socialiste, appel à l'unité et avertissement au Parti communiste lancé par le premier secrétaire Lionel Jospin. L'épouse du chirurgien découvert étranglé à Pessac, retrouvée morte aujourd'hui dans la Nièvre. Madame, Monsieur, bonsoir. Une image et un symbole pour ouvrir ce journal. L'alignement de 56 cercueils recouverts de tricolores devant le quartier général du contingent français à Beyrouth. La cérémonie de levée des corps a eu lieu hier soir. Sur place, François Cornet, Jean-Claude Delatremblay. 56 cercueils alignés dans la clairière de la résidence des Pins, quartier général du contingent français à Beyrouth. Un dernier hommage des parachutistes à leurs camarades morts pour la paix un dimanche d'automne au Liban. Nous étions arrivés ensemble, ici, à Beyrouth, le mois dernier, pour apporter notre pierre à l'édification de la paix en ce pays meurtri. Nous sommes fiers de vous. Existe-t-il en effet plus grande noblesse pour un soldat que de mettre son arme, non pas au service de la violence, mais à celui ardu de la modération. Au revoir, mes chers parachutistes. Les corps des victimes de l'attentat contre la position Drakkar seront rapatriés en France par avion militaire. Les obsèques des soldats français tombés à Beyrouth auront lieu mercredi matin dans la cour d'honneur des Invalides en présence du président Mitterrand. Antenne 2 retransmettra en direct la cérémonie. C'est une mise en garde à peine voilée aux assassins de Beyrouth et plus globalement aux ennemis de la France que le président Mitterrand a lancé aujourd'hui à Tunis lors d'une conférence de presse. Tunis où le chef de l'État poursuit sa visite officielle. Comme hier, il a insisté sur la dégradation du climat international. Je ne suis pas spécialement inquiet. Je réfléchis et j'agis quand je le peux, là où je le peux, sur une situation qui va se dégradant. J'ai souvent répété que le point essentiel se trouvait à l'heure actuelle en Europe autour de l'installation des euromissiles. Et si je ne relie pas tout à ce sujet, si tout n'est pas débat Est-Ouest, heureusement, si même la France peut contribuer, et elle le peut, à ce que ce débat n'englobe pas tous les autres, nous n'y manquons pas. Mais en fait, on peut apercevoir qu'ici et là, les choses s'enveniment dans la mesure où les deux plus grandes puissances veulent marquer leur point un peu partout sur la scène du monde. Le président Mitterrand a profité de ce voyage en Tunisie pour souligner la nécessité de rechercher la paix grâce au bon sens et au respect de la légalité. Il a rappelé ces principes au moment où des événements internationaux, par la voie des armes, se sont manifestés et amplifiés ces derniers jours. Pour le président, il faut revenir à des principes simples d'équilibre et de respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Monsieur Mitterrand est également revenu sur l'attentat de Beyrouth en ces termes. Si nous ne sommes les ennemis de personne, et je le répète avec intention pour que chacun s'en convainque, ceux qui se considèrent comme nos ennemis
ne doivent pas pouvoir qu'ils agiront longtemps, impunément. Voilà, les choses sont engagées déjà depuis des mois. La France remplit son devoir. J'ai déjà dit conforme à son histoire et à ses engagements. Nous avons et nous souffrons beaucoup de cet attentat. Tous ces jeunes gens ainsi sacrifiés à la passion des autres, au crime. Mais cela ne change pas notre détermination. Un attentat antisémite a eu lieu aujourd'hui en Tunisie. La synagogue de Zarzis, une petite ville au sud du pays en face de l'île de Djerba, a été mise à feu, vraisemblablement par des Palestiniens qui, depuis leur éviction du Liban, sont concentrés dans cette partie du pays. Des armes soviétiques et cubaines stockées en quantité, des abris en béton en cours de construction, vraisemblablement pour entreposer des missiles. Telles sont les révélations officielles et officieuses faites aujourd'hui par les Américains qui occupent depuis 3 jours l'île de la Grenade dans les Caraïbes et qui continuent de se heurter dans le sud de la petite île à une résistance cubaine sporadique. 11 soldats américains ont été tués, annonce le Pentagone. Côté cubain, il y aurait une quarantaine de victimes. Et ce soir, l'Union soviétique accuse les États-Unis d'avoir tiré sur son ambassade à Grenade. Un soviétique aurait été blessé. Les premières images du débarquement militaire américain nous sont parvenues aujourd'hui. Bruno Albin. Voici donc le décor de la bataille de Grenade. On se bat dans des collines comme celle-ci où sont retranchés selon Washington les derniers combattants cubains. L'artillerie des Marines ne cesse de pilonner ces positions cubaines. Depuis 3 jours, l'aviation est intervenue pour mitrailler les poches de résistance. Les quelques journalistes qui ont pu débarquer sur l'île ont rencontré les soldats de la 82e division aéroportée engagés dans l'opération, des soldats surpris par la résistance qui leur a été opposée, par le nombre des combattants et surtout par la dureté des engagements. En 3 ans de Vietnam, a affirmé l'un des officiers américains aux journalistes, je n'ai pas rencontré de conditions de combat aussi dures. Ici, un groupe de prisonniers. Ils font partie de ces 600 prisonniers cubains revendiqués par le secrétaire d'État à la Défense américain. Ils ne portent pas d'uniforme. Officiellement, les Cubains de l'île de Grenade étaient des ouvriers. Il n'y avait, selon la Havane, que quelques dizaines de conseillers militaires officiellement déclarés, mais pas de soldats. Et puis, les officiers américains se sont fait un devoir de présenter ces entrepôts aux journalistes. Pour y pénétrer, ils ont livré un combat de plusieurs heures, d'une rare intensité. Les locaux étaient défendus par 5 pièces de DCA. À l'intérieur, des centaines de caisses d'armement, de quoi équiper, selon les Américains, 8 à 10 000 guérilleros pour une très longue période. Du matériel provenant de Cuba et d'Union soviétique. Cette découverte à proximité des pistes de l'aérodrome laisse à penser que l'île de Grenade aurait pu servir de base de ravitaillement en armement pour les révolutionnaires des pays d'Amérique centrale. Dans les rangs des Marines, les combats n'ont fait officiellement que 11 morts, une quarantaine de blessés, il y a également plusieurs disparus. Enfin, la rencontre entre les ressortissants américains de Grenade et les Marines, c'était avant-hier. Un membre de leur ambassade est venu leur annoncer les modalités de rapatriement. 343 citoyens américains et 24 étrangers, parmi eux des Français, ont ainsi été évacués. Il reste aujourd'hui un peu plus de 600 civils américains dans l'île de Grenade où les combats continuent ce soir encore, sans que les soldats américains eux-mêmes sachent très bien combien de temps ils devront y rester. Et dimanche prochain à 18h dans Dimanche Magazine sur Antenne 2, un document exceptionnel, les images de l'opération américaine dès les premières heures du débarquement, filmées par un journaliste français, Michel Parbeau, qui pour le compte d'Antenne 2 et de l'agence Sigma se trouvait à la Grenade au moment de l'invasion.
La Grenade était une colonie soviéto-cubaine qui se transformait en bastion militaire pour l'exportation de la terreur et la lutte contre la démocratie. C'est en ces termes que, dans un discours radio-télévisé particulièrement ferme hier soir, le président Reagan a justifié l'opération militaire américaine. Le président américain a ouvertement mis en cause le rôle et la responsabilité de Moscou dans les différentes crises qui secouent le monde, du Liban aux Caraïbes, un discours qui a fait mouche aux États-Unis. Édouard Laure. La plus importante des allocutions que Ronald Reagan n'ait jamais eu à prononcer. Expliquer ce que les Marines sont allés faire à Grenade, expliquer ce qu'ils vont faire aujourd'hui à Beyrouth. Je demande à ceux qui disent qu'il faut partir du Liban, si on le fait maintenant, quel message enverrions-nous aux terroristes et à quelques kilomètres des côtes américaines sur l'engagement des Marines à Grenade? On nous disait que l'île de Grenade était un paradis touristique, c'est faux. C'était une colonie soviéto-cubaine en passe de devenir un bastion militaire pour exporter la terreur et saper la démocratie. On est arrivé juste à temps. Et cette dramatique conclusion. Je ne vous demande pas de prier pour les morts car ils sont protégés dans les bras de Dieu. Et ils n'ont plus besoin de nos prières. Mais j'aimerais vous demander à tous, où que vous soyez sur cette terre bénie, de prier pour les blessés et les familles de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Une allocution qui n'a rien apporté qu'on ne sache déjà, mais qui, du fait de sa sincérité, de son émotion, a bouleversé l'Amérique. À tel point que chacun se demande si Ronald Reagan n'a pas prononcé hier soir son premier discours électoral pour 84. Ou bien, c'est vrai que c'est la première grave crise à laquelle il doit faire face. Elle s'appelle Grenade, elle s'appelle surtout 226 morts à Beyrouth. Bilan toujours provisoire, Ronald Reagan pourrait bien hier soir avoir décidé d'abandonner. Le Sénat américain vient en tout cas de manifester ses réticences vis-à-vis de l'opération de la Grenade en votant une résolution qui limite, comme au Liban, qui limite à 60 jours la présence des forces américaines dans l'île. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Caspar Weinberger, vient en revanche d'annoncer un premier retrait des troupes américaines de la Grenade. Moscou et Cuba s'élèvent bien sûr contre les accusations du président américain. Aucune preuve, affirme l'agence soviétique Novosti, des mensonges, selon le vice-ministre cubain des Affaires étrangères. La nuit dernière, je vous le rappelle, les États-Unis ont opposé leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant leur intervention. Les ministres de la Défense de l'OTAN réunis au Canada ont annoncé aujourd'hui leur décision de retirer dans les 5 ou 6 prochaines années 1400 armes nucléaires tactiques pour les remplacer par des armes conventionnelles très perfectionnées. Une décision militaire qui est aussi politique puisqu'il s'agit de démontrer aux pacifistes en Europe que l'OTAN n'accélère pas l'escalade aux armements. Dans le même temps et pour la première fois, le gouvernement ouest-allemand confirme aujourd'hui que les premières fusées Pershing 2 commenceront à être acheminées des États-Unis vers l'Allemagne fédérale le 22 ou 23 novembre prochain en cas d'échec des négociations de Genève sur les euromissiles. Ouverture aujourd'hui à Bourg-en-Bresse du congrès du Parti socialiste. C'est le fait qui domine l'actualité politique en France ce soir. Ce matin, la politique de rigueur et l'école ont été les thèmes dominants. Cet après-midi, l'unité du parti et l'attitude de l'allié communiste. Sur place, Patricia Charnelet. L'essentiel pour les dirigeants du Parti socialiste est avant tout l'image qui va ressortir de ce congrès. Il y a 2 ans, a dit Gaston Defferre, c'était l'état de grâce, presque le triomphalisme. Aujourd'hui, notre congrès doit être celui de la lucidité. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs rappelé les récents revers électoraux du Parti socialiste. Face à cette situation, face à la crise internationale, face aux problèmes économiques, c'est donc la nécessité de l'unité qui a été très fermement réaffirmée aujourd'hui. Première preuve, le message adressé par le président de la République, appelant à l'effort, a été très applaudi. C'est toujours au nom de l'unité qu'ont été évoquées les relations avec le Parti communiste. Lionel Jospin a d'ailleurs regretté les écarts du Parti communiste, notamment sur l'affaire des euromissiles, sur le Tchad, sur le Liban
et également à propos de certaines mesures économiques. Force est de constater que depuis quelques mois, et cependant que les ministres communistes, totalement associés aux décisions au sein du gouvernement, font correctement et à part entière leur part de travail, la direction du Parti communiste, notre partenaire, a commencé à porter de sérieuses critiques sur la politique de ce même gouvernement et sur les orientations du président de la République. Une telle différenciation porte forcément atteinte, même si ce n'est pas l'objectif, à notre crédibilité. C'est pourquoi je pense qu'il serait utile pour nous tous que le PC, tout en gardant sa totale liberté d'opinion, modère ses réserves, et qu'il se mobilise peut-être plus fortement derrière notre politique commune. Quant à l'affaire de l'école, elle a été beaucoup plus évoquée par les militants socialistes que par les dirigeants. Il faut dire que sur ce point-là, l'identité de vue entre la base socialiste et le gouvernement est loin d'être acquise. Les 2 prochains jours diront donc s'il y a sur ce dossier le risque, et sur d'autres d'ailleurs, le risque de porter atteinte à l'unité du parti. Vous l'avez constaté en cours de reportage sur cette longue image fixe de Lionel Jospin, nous avons eu un problème de transmission puisque Patricia Charnenay nous parlait en direct de Bourg-en-Bresse. Une affirmation absurde, une médiocre opération politicienne, c'est en ces termes que le ministre des Transports, Charles Fitterman, démente aujourd'hui l'information que le journal Le Monde publie pourtant en première page, information selon laquelle M. Fitterman souhaite quitter le gouvernement en cas de remaniement ministériel. 7 mois après avoir été mis en place, le contrôle d'échange va être assoupli pour les Français qui se rendent à l'étranger. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui devant le congrès du syndicat national des agents de voyage le secrétaire d'État au tourisme. Les nouvelles mesures seront appliquées à partir du 20 décembre prochain. Jean-Claude Renaud. Le carnet de change, qui avait été très mal accueilli, a rapporté 4,3 milliards de francs en 7 mois. Plus exactement, 4,3 milliards que les Français n'ont pas dépensé à l'étranger et qui permettront d'accroître l'excédent de la balance du tourisme. Aussi, comme promis, le carnet de change sera supprimé à partir du 20 décembre. Le nouveau dispositif mis en vigueur pour 84 est le suivant. Les Français qui veulent partir à l'étranger pourront emporter 5 000 francs ou leur équivalent en devises, et ceci à chaque voyage. En revanche, l'utilisation des cartes individuelles de crédit restera interdite à l'étranger. Seules les cartes d'entreprise seront autorisées pour les hommes d'affaires. Enfin, les professionnels du tourisme, qui sont satisfaits par la suppression du carnet de change, se sont engagés à promouvoir les voyages dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi que les voyages des étrangers en France. À 93 ans, la plus vieille dame du tourisme français risque de s'éteindre. Le Touring Club de France, la plus ancienne association de tourisme en France, qui avait déjà déposé son bilan en juin 81, est maintenant en liquidation de biens. Ainsi en a décidé aujourd'hui le tribunal de Paris. Pierre Champetier a passé la journée au siège parisien du Touring Club. 15h, Paris, porte de Versailles. Pour le Touring Club de France, c'est la manifestation de la dernière chance. Ils ne connaissent pas encore la nouvelle. Au nom de l'intersyndicale et du personnel du Touring Club de France et de Touring Secours, je puis vous dire que le Touring Club va mourir d'un instant à l'autre. Actuellement, nous attendons uniquement un miracle de dernière heure qui pourrait nous sauver, c'est-à-dire une décision positive du secrétariat d'État au tourisme. Touring Club de France, Touring Club de France, Touring Club de France. Nous venons d'apprendre à l'instant que la liquidation des biens du Touring Club était prononcée. Alors il paraît que c'est fini maintenant. Ouais, c'est fini. C'est le dépeçage qui commence, les requins sont là. Nous avons 150 000 sociétaires qui nous soutiennent. Et on oublie toujours, trop souvent, que le Touring Club de France est une association qui a tout créé dans le domaine des loisirs, du tourisme. Tout ce que le touring a fait pour la France quand même, on en est conscient. Et la France aurait quand même pu aider le touring à un moment aussi critique. C'est la porte. C'est dommage. On a le meilleur organisme de dépannage et ça marche pas. Donc il y a quelque chose qui va pas. C'est la première chaîne de terrain de camping, le Touring Club de France, c'est 35 terrains de camping.
et qui sont valables aussi. C'est le plus grand réseau de terrains de camping en France. Et là, ça n'a pas marché cette année? Ça a marché, mais avec la conjoncture, tout a fait que. La publicité, voilà, c'est tout. Il y avait un plan. Un plan sur 3 ans. On avait des gens capables. Sur 10 ans, voilà. Ils l'ont refusé. On ne nous a pas laissé encore une chance. On n'a même pas laissé encore la chance au Touring Club de France. On n'a même pas voulu le regarder. De continuer encore son action. Mes chers amis, c'est avec une très grande tristesse que je vous informe 16 heures, ce soir que dernier le communiqué officiel du PDG du Touring Club, lu dans les couloirs de la direction. de cet après-midi a prononcé à la conversion du règlement judiciaire du Touring Club de France en liquidation de biens. C'est avec écœurement, car le Touring Club de France meurt de l'incompréhension et de la mauvaise volonté de ses anciens banquiers, la BNP et la Société Générale, qui s'étaient pourtant fort bien tirés de sa mise en règlement judiciaire en 1981. C'est avec écœurement également, parce que malgré une volonté évidente, manifestée par les pouvoirs publics au plus haut niveau de l'État, des technocrates incompétents du secrétariat d'État au tourisme ont réussi, pour des raisons difficiles à comprendre, à saboter le dossier. Un an passe, le touring, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer de trouver autre chose. Les pouvoirs publics cherchent toujours une solution pour sauver le Touring Club, déclare ce soir le secrétariat d'État au tourisme. La vignette auto 84 sera disponible à partir de mercredi prochain dans les recettes des impôts et à partir du 10 novembre dans les bureaux de tabac. Vous devrez l'acheter avant le 1er décembre minuit. Sinistre épilogue dans l'affaire de Pessac. Après la mort du chirurgien retrouvé étranglé dans sa baignoire le 10 octobre dernier, son épouse Aline Aran avait disparu. Son cadavre a été découvert ce matin dans un village de la Nièvre. Isabelle Béchler. Mardi 11 octobre, des proches trouvent le corps de François-Xavier Aran, ligoté dans sa baignoire, étouffé par un bâillon. Dans la demeure du couple, pas de traces de lutte, pas de vol, peu d'indices. Mais plus étrange encore, l'épouse du chirurgien, Aline, a disparu avec la BMW blanche du couple. On retrouve la voiture en plein Nevers, tout feu allumé, le mercredi soir. Entre Bordeaux et Nevers, une étape qui ne sera pas d'une grande utilité pour la police, l'agence bancaire du Crédit Commercial de France de Limoges, où Aline Aran a retiré 3000 francs mardi matin. L'espoir a déjà quitté les parents d'Aline, car on a retrouvé une balle de 7,65 et du sang dans la voiture du couple. Cette semaine, 15 jours après sa disparition, on retrouve le sac d'Aline dans un bois de Guérigny, dans la Nièvre. À l'intérieur, des bijoux, mais aussi un sous-vêtement ensanglanté. À 10 km de là, c'est aujourd'hui qu'un agriculteur trouve le corps de la jeune femme dans le village de Prémery. Rebondissement dans une autre affaire, l'affaire du meurtre du restaurateur du Louis XIV, poignardé en avril dernier. Son épouse, Madame Descombes, inculpée de meurtre le 15 octobre et emprisonnée une seconde fois, son épouse a été remise en liberté aujourd'hui. Le mystère reste donc entier. À sa sortie de la prison de Rouen, Madame Descombes a dit son soulagement et aussi son découragement. J'ai ma confiance. J'en trouverai peut-être. Ça va être un peu tard maintenant. Ça a été dur ces 15 jours? Non. Je vous ai loupé. Ça fait la deuxième fois. Non, de toute façon, non, ce n'est pas une prison qui est dure. Les surveillantes sont gentilles, font leur travail, c'est tout. Vous avez toujours eu confiance pendant 15 jours? Je crois que j'ai vécu dans le brouillard, vous savez. Alors, je ne peux pas dire confiance. Je ne savais pas. La dernière accusation a été tellement horrible et inattendue pour moi que j'y crois pas encore. Mise en liberté aujourd'hui du Libyen Rachid Saïd, arrêté le 7 octobre dernier à la demande de l'Italie. Paul Lefebvre vous l'annonçait dès hier soir, la Cour d'appel de Paris, n'ayant pas reçu les documents italiens appuyant la demande d'extradition, a donc décidé, comme prévu, de libérer le Libyen qui a pris le premier avion
pour Tripoli. Les autorités italiennes ne font ce soir aucun commentaire. Nouvel épisode dans l'affaire Baril, nouvel exemple aussi des difficultés de la lutte contre le terrorisme. Le commissaire Pellegrini et son équipe, qui étaient chargés dans le cadre de la cellule antiterroriste de l'Élysée de faire la liaison entre les services secrets et la police, le commissaire Pellegrini et ses hommes ont été remis à la disposition de la direction de la police nationale. Le commissaire Pellegrini avait été mis en cause comme le capitaine Baril dans l'affaire des Irlandais de Vincennes. 4 médecins et un avocat inculpés pour connivence d'évasion devant le tribunal de Versailles. C'est terminé aujourd'hui avec les plaidoiries de la défense, le procès de l'affaire des grâces médicales de Marseille. Au bout de 8 jours de procès, rien n'est encore démontré. Paul Lefebvre. Nous sommes dans une société de volets clos, où tout est soupçon. Cette réflexion de Sophie Beauté, avocat du docteur Colombani, résume bien cette affaire si les inculpés ont raison de se proclamer innocents. Après 8 jours d'audience, le dossier d'accusation, beaucoup d'impressions, peu de preuves, n'a pas vraiment convaincu. Est-on allé trop vite, par hasard ? Si au moins on était sûr que Kéchichian, le trafiquant de drogue, était un simulateur. Mais les experts se sont partagés entre les oui et les non. D'ailleurs, il est rare que la médecine, science de doute, permette à la justice de se prononcer. Résultat, pas de preuves, pas de mobile, pas de conviction. Reste le goût amer d'amertume parce que les choses ne sont pas nettes. À la vigueur du réquisitoire, on a demandé le maximum, ne correspond pas visiblement la rigueur de la preuve judiciaire. Et la justice, cousine germaine de la vérité, que l'on montre souvent nue, se cache ici sous un voile épais de doute. Pour la découvrir, les magistrats du tribunal de Versailles ont un lourd fardeau. Le tribunal rendra son jugement le 16 novembre prochain. D'ici là, seul André Fraticelli reste en prison. Les docteurs Colombani et Mariotti ont été remis en liberté. Le sport ce soir, c'est d'abord une image, celle d'un basketteur. Il est japonais et le public américain a pu le découvrir lors d'une tournée de l'équipe nationale japonaise aux États-Unis. Sa particularité, il mesure 2,40 m. Roger Zabel. Ne lui demandez jamais s'il fait beau là-haut, ils ont été des milliers de Japonais à lui faire cette mauvaise plaisanterie, tout cela parce que Okiyama mesure 2,40 m. Bien sûr, de là-haut, il est plus facile de marquer des points ou de récupérer le ballon sous les paniers. Mais pour se déplacer, c'est le premier problème. Il faut remuer 145 kilos. Pour se chausser, il faut trouver du 56. Pour se doucher après le match, il faut se baisser. Pour dormir, il faut 1,3 litre. Pour manger, des baguettes sur mesure. Finalement, du haut de ces 2,40 m, la vie est bien plus facile sur un terrain de basket. Football, Alain Gillot-Pétré est très jaloux. Football, 3 matchs avancés de la 16e journée de première division qui ont lieu ce soir. Il s'agit des matchs concernant les 3 équipes européennes. Paris Saint-Germain se rend à Nancy, Lens à Rouen et Laval reçoit Metz. Les autres matchs auront lieu demain. On joue également ce soir en 2e division avec un match au sommet dans le groupe A entre Marseille et Lyon. Les résultats et des images de ces rencontres ce soir dans notre journal à 22h50. Et maintenant un mot du temps, Alain Gillot-Pétré. Je ne fais pas 2,40 m, mais ça me suffit pour regarder les nuages. Demain, mitigé, dimanche, nettement mieux, lundi et mardi, très bien, c'est l'anti-Toussaint. Regardez la photo satellite, nous n'aurons pas un temps de Toussaint, car un anticyclone situé ici, vous voyez, au large de l'Irlande, se déplace, repoussant devant lui cette faible ligne de nuages qui va se réactiver demain quand même sur le sud, sur le tiers sud-est du pays, pouvant donner des orages. Voici la carte donc pour demain. Non, c'était Christine. Voici maintenant la carte. Donc, sur le tiers sud-est du pays, un temps mitigé avec beaucoup de nuages, se déplaçant vers le sud-est, donc des averses localement fortes et possiblement des orages. Mais ça s'améliorera donc dimanche. Sur le reste du pays, les 2 tiers nord-ouest, des brumes et des brouillards le matin, vous avez l'habitude. Et l'après-midi, c'est du beau temps. Le baromètre qui est à la baisse va remonter. Les températures, elles baissent. Elles baissent nettement car nous sommes derrière le front froid, donc elles vont de 11 à 20 degrés demain, baisse sensible de 2, 3 ou 4 degrés selon les régions. Demain, c'est le samedi 29 octobre, 3 minutes de soleil en moins, levé 7h33, couché 17h35, c'est le dernier quartier de lune, c'est la Saint-Narcisse et les conseils de Bison Futé pour ceux qui partent demain. Vous avez vu aujourd'hui, ça n'était pas triste. Les diapositives de Bison Futé pour demain, samedi 29 octobre. Ne partez pas des grandes villes, entre 8h et 12h, ce sera bouché. À 22h50, Claude Sérillon vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi. Et je vous retrouverai à 20h. Très bonne soirée.